Les premiers insectes sont apparus sur notre Terre il y a plus de 400 millions d'années avant l'homme et bien avant les dinosaures. Nous les trouvons presque partout. Ils doivent le secret de leur réussite à leur faculté d'adaptation, de pouvoir voler et à leur taille réduite. Leur reproduction prolifique a contribué à leur essor sans aucun doute. Qui sont les insectes? Ils font partie des arthropodes, autrement dit, leur corps est articulé et leur squelette est externe. Imaginez nos chevaliers du Moyen-Âge revêtus de leurs armures. Cet exosquelette peut paraître un handicap, mais il les protège de bien des bosses. L'insecte adulte est composé de 3 parties. La tête, le thorax, divisé lui-même en pro, méso et métathorax. Puis, l'abdomen comportant couramment 11 segments. La tête est formée de 5 parties. Elle porte 2 antennes, 2 yeux composés et des ocelles, des pièces buccales. 3 paires de pattes sont fixées sous le thorax. La patte est constituée de la hanche, du trochanter, puis du fémur et du tibia. Elle se termine par le tarse, composé d'articles dont le dernier est souvent muni de griffes acérées. Deux ou une paire d'ailes sont souvent présentes sur le haut du thorax. Elles sont plus ou moins nervurées en fonction des familles. Et repliées sur elles-mêmes chez les coléoptères entre autres. La taille et la forme des antennes sont très diversifiées. Imposantes chez la punaise juvénile, elles sont minuscules chez la mouche. En revanche, le Macrocérat, qui est du même ordre des diptères, a des antennes disproportionnées. La guêpe et la mouche possèdent des yeux composés de centaines, voire de milliers de facettes, que nous appelons ommatidies. Celles-ci forment un faisceau qui converge vers le nerf optique qui transmet les informations codées au système nerveux. Les ocelles ne forment pas d'image, mais détectent les ombres et mouvements. Les pièces buccales de type broyeur, rencontrées chez les blattes et les sauterelles, sont considérées comme primitives. Elles ont évolué en système piqueur-suceur chez les punaises. Cette seringue, appelée rostre, est repliée sous l'insecte quand elle ne sert pas. Les diptères suceurs ont une trompe dont l'extrémité est une sorte d'éponge, dont les fines stries laissent s'écouler salive et enzymes. Partiellement digérés, les aliments sont aspirés. Les papillons qui prélèvent le nectar des fleurs ont acquis une longue trompe formée par 2 gouttières. Parmi les coléoptères, le lucane mâle arbore des mandibules géantes comparées à sa femelle. C'est ce que nous appelons le dimorphisme sexuel. Nous allons, au travers de la mouche, observer les organes internes. Non, pas comme ça. Il nous faut d'abord l'oxyre, après l'avoir anesthésiée, la durcir par un traitement au collodion pour la découper en fines lamelles. Nous remarquons l'importante masse musculaire concentrée dans le thorax. C'est que pour marcher et voler,
il faut un gros moteur. Nous y trouvons un système nerveux, un système respiratoire, les organes digestifs et ceux pour procréer, dont l'armature est appelée génitalia. La manière dont les insectes respirent est archaïque par rapport à la nôtre. Pas de poumons, pas de globules rouges, et donc pas de réseau sanguin. En fait, l'air neuf entre par des trachées, aidé par les pulsations de l'insecte qui agissent sur les sacs aériens. D'une part, l'air diffuse dans les molymphes, au travers des parois poreuses. D'autre part, les trachéoles l'acheminent dans les muscles. La circulation de l'hémolymphe est générée par une chaîne dorsale composée d'un cœur et d'une aorte. Chaque chambre du cœur se dilate et se contracte alternativement, propulsant ainsi l'hémolymphe vers la tête. Un circuit ramène le fluide chargé de déchets vers l'abdomen. Les insectes ont un cerveau, mais ils ne se posent pas trop de questions. Le cerveau est formé par la fusion de 3 ganglions. Le protocérébron gère les informations transmises par les yeux et les ocelles. Le deutérocérébron est lié aux antennes. Le tritocérébron est connecté aux pièces buccales. Les ganglions thoraciques suivent et coordonnent les pattes, les ailes, entre autres. La chaîne centrale se prolonge dans l'abdomen et participe au bon fonctionnement des organes. À savoir que chaque ganglion possède une certaine autonomie. Pour l'essentiel, l'appareil digestif est comparable aux animaux supérieurs. Seuls les tubes de Malpighi le différencient bien qu'ils puissent être comparés à la vessie, car leur principale fonction est de concentrer l'acide urique et autres déchets. Les insectes ont la vue basse. Myopes, ils se déplacent plus volontiers dans un monde d'odeurs. Hormis quelques chasseurs de haut vol qui détectent leur proie à une distance respectable. Quant à la perception des couleurs, elle est très différente d'une famille à l'autre. Ainsi, le phasme ne voit tout simplement pas les couleurs. L'abeille voit dans l'ultraviolet, mais ne perçoit pas le rouge. Une fleur violette lui paraîtra bleue. Mais les papillons de la famille des pyrrides voient le rouge. Ce sont les odeurs qui guident les insectes. Les fourmis qui vivent en société communiquent grâce aux phéromones qu'elles émanent. Celles-ci sont des substances complexes qui permettent le transfert d'informations par signaux chimiques. Vous ne verrez pas de nez chez les insectes, et pour cause, les capteurs olfactifs sont sur leurs antennes. Le cas de la femelle du grand paon de nuit, qui émet des phéromones pour attirer ses partenaires, est incontournable. Le mâle est pourvu d'antennes plumeuses dont la sensibilité dépasse notre imagination. À plusieurs kilomètres, quelques molécules captées suffisent pour le mettre en émoi et l'orienter vers la bien-aimée.
Le goût et l'olfaction sont intimement liés. Il n'est donc pas étonnant que des insectes apprécient le goût avec les antennes. C'est le cas de la plupart des hyménoptères. Les abeilles se distinguent car elles ressentent les saveurs avec leur langue. Chez les coléoptères, ce sont les palpes qui ont cette faculté. Quant aux papillons et à la mouche Calliphora, le sens du goût est situé sur la langue et sur les tibias des pattes antérieures. Les insectes possèdent une grande sensibilité pour les goûts qui les concernent. À titre de comparaison, notre langue est capable de détecter une saveur sucrée d'une solution de 1,5 g de sucre dissous dans 100 g d'eau. Diluée 200 fois, la mouche Calliphora sera encore capable de ressentir la saveur sucrée. Un son est constitué d'une succession de compression et de décompression de l'air qui forment un train de vaguelettes qui se déplace. Notre tympan est une membrane qui intercepte ces vibrations. Amplifiées par l'oreille interne et codées en signaux électriques, elles sont transmises à notre cerveau. Les insectes n'ont pas d'oreilles à notre image, mais de très nombreux poils sur le corps qui réagissent au moindre courant d'air. Ce sont les sensilles. Celles-ci, groupées en petits nombres, forment les organes cordotonaux, capables de capter des sons de très haute fréquence. Nous pouvons comparer leur fonctionnement à un fil vibrant. Ces informations sont codées en fréquences de potentiel d'action. Ces messages élémentaires sont transmis au système nerveux. Les sauterelles se distinguent en possédant 2 vrais tympans, mais sur chaque tibia des pattes antérieures. Quant aux criquets, leur tympan se trouve sur l'abdomen. Si les orthoptères ont des récepteurs sonores performants, c'est qu'ils communiquent entre eux par des concerts de stridulation parfois assourdissants. La sauterelle épipygère frotte ses ailes atrophiées l'une contre l'autre. Celle-ci, fortement grossie, révèle une râpe. Chez les criquets, les sons sont produits par le frottement des pattes arrière sur leurs ailes. Nous apercevons sur la face interne de leur fémur une fine crête. Le microscope électronique met en évidence une structure complexe. C'est la râpe qui frotte sur les nervures alaires. Les orthoptères sont des virtuoses de l'archet, mais bien d'autres insectes émettent des sons, certes, plus modestement. Prenons pour exemple le capricorne et le crier cerdulis. Les pigments d'origine organique, issus des déchets alimentaires, se concentrent dans l'épiderme et l'exocuticule. Ils sont composés d'une part de carotène, d'origine végétale, et d'autre part de mélanine, d'origine animale. Ces pigments se dégradent rapidement après la mort de l'insecte, en particulier ceux fixés dans l'hypoderme. Les couleurs irisées sont dites structurales,
car elles sont l'effet d'interférence de la lumière réfléchie par des rugosités formées de scamules ou d'écailles chez les papillons. Ces dernières comportent des stries longitudinales séparées d'un millième de millimètre et des stries transversales encore 10 fois plus fines. La variation de l'angle d'éclairage produit ces couleurs chatoyantes. La femelle du lampyre, appelée ver luisant, attend le début de la nuit pour allumer sa lanterne. Son but est de se faire repérer par un éventuel époux qui survole les environs. Elle est même capable de moduler son appel lumineux. Son organe luminescent, placé à l'extrémité de son abdomen, est imprégné de luciférase. Cette enzyme décompose par oxydation une graisse nommée la luciférine. L'ATP, autrement dit l'adénosine triphosphate, catalyse cette réaction pour obtenir l'oxyluciférine, qui émet cette lumière particulière car froide, contrairement à la braise dont le rendement lumineux est dérisoire au regard de la chaleur dégagée. Tout commence par un œuf, ovale et lisse pour le pyrochore, longiforme avec une fermeture éclair pour la mouche. Celui du phasme ressemble à une petite boîte avec un couvercle. Les œufs sont quelquefois pondus isolés, mais le plus souvent ils sont groupés. La coquille, appelée chorion, est enduite d'une substance collante qui évite à l'œuf de choir de son support. D'autres insectes comme la menthe religieuse et les blattes pondent un coussinet de matière spumeuse dans lequel les œufs sont inclus bien rangés. Cette matière durcit à l'air et constitue ce que nous appelons un oothèque. Il existe bien d'autres particularités, comme les alvéoles des hyménoptères, mais nous ne pouvons pas les traiter toutes. Après quelques jours, à plusieurs semaines d'incubation, l'enveloppe devient transparente et annonce l'éclosion. Certains œufs ont un couvercle prédécoupé ou une fente qui s'ouvre sous la poussée de la chétive larve, d'autres sont ramollis avec une salive caustique puis grignotée. Les insectes dits primitifs, comme les colamboles, sont du type amétabole. De l'œuf, il sort un adulte tout simplement. Dépourvus d'ailes, nous les appelons aptérygotes. Nous avons les insectes à métamorphose incomplète. Les larves ressemblent aux adultes chez les orthoptères, dermaptères et hémiptères. Elles peuvent être différentes, c'est le cas des odonates par exemple. Enfin, nous avons les insectes à métamorphose complète, que nous appelons holométaboles. Leurs larves n'ont aucune ressemblance avec les adultes. Elles ont souvent un régime alimentaire différent et grossissent en muant 6-7 fois, et même davantage pour certaines familles. C'est une hormone fabriquée et sécrétée par des glandes que nous appelons les corpora allata qui provoque l'émue. Arrivée à sa taille maximum, la chenille se transforme en chrysalide.
Quant à la larve de la mouche, elle devient une pupe. Mais que se passe-t-il durant ce stade? Sans entrer dans les détails par ailleurs fort complexes, des organes vont se dissoudre comme phagocytés, puis se reconstituer en d'autres organes. La nymphose achevée, l'imago en sort totalement transformé et apte à procréer. Ce sera d'ailleurs son seul but. Nous distinguons 4 types de métamorphoses. Les insectes dont les jeunes sont semblables aux adultes, mais plus petits en taille. Des mus les amèneront à l'imago. Ils sont amétaboles. Les insectes dont les larves ressemblent aux adultes, mais qui par des mues successives, vont acquérir des ailes et leurs organes génitaux. Ce sont les porométaboles. Les hémimétaboles ont des larves qui ne ressemblent pas aux adultes, mais ce sont encore des mues successives qui leur permettront d'accéder au stade adulte. Enfin, nous avons les insectes dont les larves sont différentes de l'imago et qui passent par un stade nymphal. Durant ce stade, de profondes transformations aboutissent à des insectes ailés, programmés pour la reproduction. L'insecte adulte a 3 paires de pattes. Dans sa progression, il les applique avec méthode. Sinon, imaginez le désordre en cas de fuite. Il porte simultanément en avant la première et la 3e patte d'un côté du corps, et la 2e patte de l'autre côté. 3 pattes sont donc toujours posées et forment un trépied. Nous connaissons bien ceux qui sautent, et n'oublions pas ces maîtres nageurs que sont les dithyques, dont les pattes se sont adaptées à la nage. Les larves de nos insectes sont en pattes. Pourtant, elles se déplacent tant bien que mal. L'asticot, par exemple, possède de minuscules picots qui lui permettent d'accrocher au support. La faculté de voler a sans doute favorisé la propagation des insectes, même si certains ne sont pas vraiment doués. D'autres excellent. L'ascalaphe est insaisissable, pourvu que le soleil soit au rendez-vous. Le cirfe de l'ordre des diptères et la plupart des hyménoptères, comme les guêpes, les abeilles et les bourdons, sont de bons voiliers. Les papillons sont partagés entre ceux qui volent nonchalamment et ceux qui sont les rois du surplace, comme le macroglossum. Le mécanisme du vol chez les insectes n'est pas un simple battement d'ailes pour les plus doués. L'antagonisme des muscles longitudinaux et verticaux vont donner à l'aile un mouvement de 8 incliné et tordu. Les insectes ont de nombreux prédateurs. Leur moyen de lutter pour leur survie passe par un taux de reproduction élevé. Certains vivent en société, ce qui leur procure une certaine sécurité, l'union faisant la force. D'autres, au cours de leur évolution, se sont mis à ressembler à leur environnement. Dans le cas présent, le papillon s'est posé là où il lui semble le mieux passer inaperçu. Ils n'ont pas seulement imité la couleur, mais aussi parfois la forme.
Le mimétisme proprement dit concerne surtout les insectes qui se sont mis à ressembler à d'autres insectes, soit dangereux pour leur venin, ou inconsommables car porteurs de substances vénéneuses, comme les zygaènes. Il y a ceux qui se montrent très discrets pour surprendre leur gibier. Enfin, d'autres tentent d'effrayer en dévoilant brusquement des couleurs rougeoyantes ou en exhibant des faces inquiétantes. Un papillon a l'apparence d'une guêpe. Une mouche ressemble à la fourmi. Mais est-ce vraiment du mimétisme ou le fruit du hasard? Le camouflage s'applique parfois aussi aux chrysalides. Ainsi, celle de la vanesse change d'aspect progressivement. Le mimétisme nous amène à la sélection naturelle. Ceux qui se confondent le mieux avec leur support auront davantage de chances d'échapper à leurs prédateurs. Ces variations sont transmises par le patrimoine génétique et, comme tous les organismes vivants, les insectes héritent des caractères de leurs parents par l'intermédiaire des chromosomes. Ainsi se présente le patrimoine génétique de la drosophile. C'est ce que nous appelons le karyotype. La drosophile et la larve d'un moustique, que nous appelons chironome, ont une particularité commune. Ils ont dans leurs glandes salivaires des cellules dont les chromosomes sont géants. Hormis certaines générations de pucerons qui mettent au monde leur progéniture sans l'intervention de la jante masculine, ce que nous appelons la parthénogenèse, la majorité des insectes ont une reproduction sexuée. Ce qui n'est pas sans provoquer quelques rixes ou certaines difficultés à se déplacer. L'accouplement pour un bon nombre d'entre eux commence par un prélude nuptial. Très sommaires chez le criocère, elles prennent une allure de délicate danse pour d'autres. Certains organes de ponte, que nous appelons oviscates ou tarières, sont remarquables. L'ichneumon et la sauterelle verte en sont des exemples parmi tant d'autres. Régime dans notre société humaine va de pair avec taille de guêpe. C'est un paradoxe car nos bestioles sont plutôt voraces. Les insectes saprophages puisent leur alimentation dans les matières en décomposition d'origine végétale ou animale. Ils sont utiles mais, hélas, ils transportent des germes microbiens. Si les papillons nous ravissent par leur beauté, leurs chenilles phytophages peuvent devenir un fléau pour nos cultures. Les pyrochores font partie des hémiptères piqueurs-suceurs qui adorent les graines de rose trémière. Malgré leur population parfois nombreuse, leurs effets sont négligeables, d'autant qu'ils finissent parfois leur existence entre les mandibules de la larve du fourmilion qui, carnivore, vide ses victimes de leur fluide vital.
Enfin, il y a ceux qui forcent les plantes à fabriquer des galles en les imprégnant de substances cécidogènes. Ces galles, appelées également cécidies, vont fabriquer sucre, amidon et protéines. Si nous avons la curiosité d'ouvrir un bouton floral atteint de galles, nous y trouvons de nombreuses larves de diptères. Le pistachier térébinthe en est aussi victime. Mais l'intérieur de cette cécidie contient un grand nombre de pucerons qui se reproduisent en vase clos, si l'on peut dire. Les galles sont si nombreuses et complexes que nous ne pouvons qu'effleurer ce régime particulier. L'entomologie est une science, et sa pratique demande un sens de l'observation aiguisé, de la méthode, de l'ordre et beaucoup de patience. Sur le terrain, l'entomologiste doit faire preuve d'une bonne condition physique. Si les randonnées en montagne et les longues observations en plein cagnard ne vous rebutent pas, alors vous pouvez vous lancer dans cette grande aventure, la passion des insectes.